Bonjour et bienvenue à la première des Africa Dev Sessions, une série d'émissions de débats en ligne initiée par le club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank et dont la vocation est de répondre aux préoccupations des entreprises africaines dans le monde d'aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver sous cette nouvelle forme d'interaction après plusieurs mois où, il est vrai, nous avons pris le temps. Nous avons pris le temps de l'écoute, de vous écouter, d'écouter les entreprises, d'écouter les pays, leurs réactions face à une situation mondiale inédite. Et puis de ce temps d'écoute, nous avons pu construire une démarche de partage, partager des enseignements, partager des meilleures pratiques en Afrique, partager des solutions, parce qu'il y en a aujourd'hui, pour vous accompagner dans votre développement en intégrant de nouveaux paradigmes. Vous allez pouvoir suivre un certain nombre d'émissions qui débattra de thèmes qui répondent à vos questionnements et qui seront animés par des intervenants de renom, des chefs d'entreprise, des femmes et des hommes chevronnés sur le terrain. Je vous souhaite une excellente première émission des Africa Dev Sessions et vous dis à bientôt. Bienvenue à vous dans la première Africa Dev Session. Je suis ravie de vous accueillir pour cette discussion. Nous allons pendant 45 minutes échanger sur l'actualité, c'est-à-dire évidemment sur l'épidémie Covid-19 qui ravage la planète, mais surtout qui perturbe considérablement nos économies. Et c'est le sujet de la discussion au-delà du drame sanitaire. Comment est-ce que l'économie mondiale, l'économie africaine, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, va pouvoir survivre, se relancer et se réinventer? On en parle avec nos invités qui ont la gentillesse d'inaugurer ces Africa Dev Sessions. Honneur aux dames, je vais présenter Madame Florence Boukta, qui est de la Société financière internationale. Elle s'occupe principalement de la livraison d'un programme d'investissement de plusieurs centaines de millions de dollars couvrant plus de 20 pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Vous êtes manager New Business des Financial Institutions Group. Bienvenue à vous, Florence. À vos côtés, nous avons Gérard Mangoua, qui est le cofondateur et directeur général d'Ubifarm. C'est l'un des plus grands géants de la distribution de produits pharmaceutiques d'Afrique de l'Ouest. On est très Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Le groupe Ubifarm compte 35 sociétés et c'est le spécialiste de la chaîne d'approvisionnement de médicaments en Afrique, qui a été créé il y a 20 ans avec plus de 3500 pharmaciens actionnaires. Gérard, bienvenue à vous. Et puis, le dernier, mais certainement pas le moins important, c'est Ismaïl Doueri, qui représente Attijari Wafa Bank. Vous êtes le directeur général délégué du groupe en charge du pôle banque de détail à l'international et des filiales de financement spécialisées. Je le rappelle, en est-il besoin, mais quand même, Attijari Wafa Bank est le leader du secteur marocain, un géant africain qui opère au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, je vais tous les lister, en Côte d'Ivoire, en Égypte, au Gabon, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal, au Togo et en Tunisie. Voilà pour Attijari Wafa Bank, une énorme empreinte sur tout le continent et c'est ce qui va rendre cette discussion dynamique, riche et intéressante. Merci à vous d'être avec nous. On va d'ailleurs commencer avec Ismaïl pour nous faire le diagnostic de la situation économique actuelle. On sort du confinement pour la plupart des pays africains, même si on parle déjà de la deuxième vague, mais bon, on sort quand même du confinement. Les États ont pour la plupart mis en place des mesures d'urgence. Quelle est la situation aujourd'hui et puis quels sont les besoins immédiats de la relance selon vous? Bien, je pense qu'il faut d'abord reconnaître que le confinement n'a pas été traité de la même manière dans tous nos pays de présence. Donc, il y a eu des confinements très sévères, très stricts sur l'ensemble du territoire, comme au Maroc, où ça a duré de mi-mars à mi-juin. Et dans beaucoup d'autres pays, il s'agissait beaucoup plus d'un couvre-feu ou de certaines restrictions sur certains secteurs, etc. Et donc, évidemment, l'effet sur les économies a été très différent. D'un côté, on voit que pour le Maroc, qui croissait sur une trajectoire autour de 3%, qui s'attendait même à avoir 3,5% cette année, ben on a des prévisions de contraction de l'économie entre moins 4 et moins 6,2%. Le Cameroun aussi, qui s'attendait à croître en 2019 à 3,7%,
probablement on va voir son économie se contracter de 1 à 2%. La Tunisie, même chose, elle va se contracter. En revanche, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Égypte, qui partent d'un niveau beaucoup plus élevé en 2019, vont rester en territoire positif avec des croissances attendues entre 2 et 3% en 2020. Quand même, c'est remarquable ça. Ça reste remarquable, mais enfin, le choc est lourd, même pour les économies qui vont continuer à croître, parce que ce freinage, il est brutal, il est simultané, il concerne tous les pays du monde en même temps, et donc il va affecter, ou il a déjà affecté toutes les entreprises dans tous les pays du monde, y compris ceux que j'ai cités qui vont afficher une croissance cette année. Et donc la manière dont elles sont affectées dépend beaucoup des secteurs et des pays, des mesures qui ont été prises par les gouvernements et les banques centrales pendant la période de confinement. Et cette reprise dépendra aussi des mesures d'accompagnement qui sont prises par les autorités, du comportement des clients, des restrictions qui sont encore imposées dans certains secteurs ou certaines zones de certains pays. Donc, tout ça en espérant qu'on n'aura pas de deuxième, voire de troisième vague. Donc, si vous voulez, on est quand même dans une incertitude forte avec des impacts déjà vus. Et donc, si on doit faire un diagnostic un peu général, il y a eu cette première phase de perturbation maximum, alors qu'il s'agisse de confinement ou de restriction, où finalement le besoin de l'entreprise, c'était de maintenir, conserver l'outil productif. Donc, payer les maintenances, payer les loyers, payer l'eau et l'électricité, payer les salariés pour qu'ils n'aillent pas chez le concurrent qui a peut-être des poches plus profondes. Donc, vraiment maintenir en l'état, figer le temps. Il y avait aussi besoin de maintenir la chaîne d'approvisionnement, donc régler les fournisseurs pour qu'ils continuent à avoir confiance dans l'entreprise. Et enfin, il y avait un besoin, c'est préparer la reprise. Donc c'est d'abord absorber le choc, et puis ensuite, maintenant, c'est redémarrer. C'est redémarrer, mais redémarrer dans d'autres conditions, et donc s'adapter à ces nouvelles conditions, pourvu que les autorités de chacun de ces pays aient été suffisamment claires sur comment est-ce que on va pouvoir reprendre le travail, quelles sont les mesures de précaution qu'il faudra prendre au moment de la reprise. Et donc, cette reprise, on y est. Il faut tailler le dispositif pour s'adapter à la nouvelle demande. La nouvelle demande n'est pas similaire dans tous les secteurs. Elle a explosé pour les télécoms, donc plutôt positivement, mais elle s'est fortement réduite, voire même a disparu pour l'hôtellerie ou pour le transport aérien. Donc, vraiment tailler le dispositif pour la nouvelle demande, ajuster le dispositif opérationnel pour s'adapter à ces nouvelles contraintes opérationnelles dont j'ai parlé tout à l'heure, jusqu'à la généralisation du vaccin. Donc, probablement pendant les 2 prochaines années, on va devoir travailler différemment avec d'autres contraintes. Et donc, moi, ce qui me semblait intéressant, et je ne sais pas si on en débat maintenant, c'est vous donner l'exemple que j'ai vécu de très, très près, qui est l'exemple marocain, où vraiment on est passé par toutes ces phases-là de manière accélérée, mais de manière très, très inclusive. Pourquoi? Parce que dès le début, il y a eu un dispositif de comité de veille économique qui réunissait les ministres les plus importants du gouvernement, les plus concernés, mais aussi les associations professionnelles, dont l'association des banques, mais aussi un certain nombre d'autres associations qui, chaque semaine, se réunissaient pour analyser la situation et recommander des mesures. Il en est sorti, évidemment, dès le début, et je pense sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la création d'un fonds Covid avec des contributions du budget de l'État, mais aussi des contributions volontaires des entreprises, déductibles d'impôts. Et donc, d'un seul coup, en 2 semaines, il y avait un fonds qui représentait 3% du PIB, qui était à la disposition du gouvernement pour qu'il puisse accompagner l'économie. Donc, il y a ce dispositif, il y a des moratoriums qui ont été décidés sur les échéances de crédit, mais tout en évitant les effets d'arbitrage, parce que il fallait le réserver à ceux qui en ont vraiment besoin, ne pas créer d'incentives pour que des gens abusent de ces dispositifs. Même chose. Les réglages ont été très importants. Je pense que, Ismaël, ce que vous soulevez est hyper important aussi, c'est que ça a été de l'horlogerie suisse, dans une situation d'urgence, d'arriver à calibrer une réponse qui soit très précise et qui n'ait pas d'effet contre-productif. Tout à fait, absolument, parce que les ressources sont très limitées, il fallait qu'elles aillent aux personnes ou aux entreprises qui en ont le plus besoin. Et il fallait aussi, dans cette mécanique, s'assurer que de manière opérationnelle, on n'ait pas de blocage. Typiquement, quand on regarde ce qui s'est passé en France, la BPI a été à un moment un goulot d'étranglement pour un certain nombre de dispositifs. Dans notre cas, c'était des produits
très standardisé, avec garantie de l'État, et exactement le même produit pour tout le secteur bancaire. Comme ça, la concurrence s'est faite réellement sur l'efficacité opérationnelle. Ceux qui allaient prendre le maximum de parts de marché, c'était ceux qui allaient faire le dispositif le plus simple, le plus rapide et le plus transparent pour les clients. Et donc, il y a eu 2 produits phares qui ont été créés. Un produit qui s'appelle Oxygène, Daman, ça veut dire garantie, Oxygène, pour le fonds de roulement et les dépenses pendant cette phase 1, et ensuite transformable pour les entreprises qui ne sont pas capables de le rembourser avant la fin de l'année, transformable en crédit à moyen terme à 5 ans, et la garantie de l'État était de 95% sur ces crédits. Et ensuite, un deuxième produit qui est maintenant en cours de déploiement, il a commencé à partir du mois de juillet, qui s'appelle Daman Relance. Et celui-là, c'est un crédit à long terme pour le redémarrage, c'est un crédit à 7 ans, avec 200 points de base de marge, donc même le tarif est unique pour les clients. Et il est garanti entre 80 et 100% par l'État en fonction de la taille de l'entreprise, de son secteur, etc. Et l'objectif, finalement, c'est de réinjecter dans l'économie 82 milliards de dirhams de crédit garanti. Donc, à peu près 9%. En dollars, pour qu'on ait une idée? C'est 8 milliards d'euros. Et donc, c'est pratiquement 9% du total crédit qui existait sur le marché à fin 2019. Donc, il y a eu ces mesures. Il y a eu énormément d'autres mesures d'accompagnement. Il y a eu des mesures monétaires avec créant vraiment une espèce de disponibilité de liquidité en dirhams quasi infinie, donc une multiplication par 5 ou 6 des collatéraux qui sont acceptés par la Banque centrale pour le refinancement des banques. Il y a eu aussi signal de la part de la Banque centrale qu'il n'y avait aucune limite aux demandes de devises par les banques commerciales pour ne pas qu'il y ait de panique de la part des entreprises qui pourraient anticiper un éventuel d'évaluation. Il y a eu tirage de la ligne de précaution et de liquidité auprès du FMI par la Banque centrale qui d'un seul coup a pris 3 milliards d'euros par précaution, elle n'en avait pas besoin. Et il y a eu 2 baisses de taux, il y a eu des mesures fiscales, des mesures sociales, notamment des aides directes à 5,5 millions de foyers dans le secteur informel, qui était l'équivalent d'un demi-SMIC pour chacun de ces foyers pendant 3 mois. Merci beaucoup, Ismaël. Je me tourne vers Florence pour la Société financière internationale. On le voit, il y a eu des efforts au niveau national. Cette question des liquidités pour les marchés et les entreprises, ça a été évidemment l'urgence absolue. La SFI a déclenché, elle aussi, une réponse immédiate qui est, elle aussi, d'ailleurs, toujours en cours de déploiement. Il me semble que pour vous, c'est 8 milliards de dollars. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, je suis enchantée d'être sur ce forum, très intéressant. Donc, absolument. Donc, ce que M. Douery a dit est tout à fait vrai. Il a fallu de façon très rapide donner le signal au marché, à nos clients, mais aussi d'une façon générale aux pays qu'on couvre, essentiellement des pays d'Afrique qui n'ont peut-être pas justement les moyens de mettre autant que certains autres pays en termes de moyens d'intervention étatique et autres sur la réponse à la crise, de montrer que nous étions prêts. Donc les 8 milliards dont vous avez parlé font partie de ce que nous avons appelé un mécanisme vraiment de réponse phase 1, en accéléré, en priorité pour nos clients, mais pour que ces clients-là, puisque nos clients, particulièrement dans le secteur financier, ont des clients que même touchent, qu'ils touchent, donc pour pouvoir toucher ces clients également, pour les besoins, effectivement, de liquidité, de se maintenir en activité, comme disait M. Douery, de au moins figer la situation avant de voir. Et donc, en quoi ont consisté les 8 milliards? Donc, quatre composantes. Une première composante, exactement, liquidité, working capital, fonds de roulement, pour les banques, pour que ces banques puissent les proposer à leurs clients. Donc, vous irriguez le secteur bancaire pour irriguer les entreprises. Pour irriguer les entreprises et particulièrement les petites entreprises qui en ont plus besoin, qui sont plus vulnérables. Oui. Donc, voilà. Deuxièmement, en ce qui concerne les échanges commerciaux,
Vous savez que la crise, à travers tous les bouleversements qu'elle a amenés, a également amené un grand bouleversement des échanges commerciaux entre les pays. Donc l'idée, c'était de fluidifier, de continuer à fluidifier ces échanges du mieux possible. Donc 2 autres milliards sont allés dans cette composante particulière. Ensuite, 2 autres milliards pour ce qu'on appelle chez nous le secteur réel, donc le secteur manufacturier, les secteurs de la santé, les secteurs touchés par la crise et les interventions en direct sur ces secteurs, donc à l'opposé de ce que je disais tout à l'heure sur le secteur financier. Et finalement, une autre facilité, si vous voulez, en termes de liquidité sur les produits de base essentiels. Donc encore 2 milliards. Donc voilà comment étaient composés ces 8 milliards. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déployé 3,5 milliards, en fait, au 30 juin, pour être plus précis, 3,5 milliards sur les 8 milliards en question. Donc, en termes de financement, et nous sommes toujours en train de déployer cette phase 1, mais également, nous sommes en train de déployer ce que nous appelons la phase de riposte 2, qui va concerner, je dirais, comme M. Edouéry l'a dit, très vite, la crise de liquidité peut se transformer en des besoins d'investir à plus long terme, voire pour certains de nos clients, peut-être si vous êtes une banque, une crise de solvabilité, éventuellement, sauf si une intervention est faite. Donc là-dessus, nous sommes aujourd'hui prêts à déployer du financement à plus long terme, sur les secteurs qui en ont besoin. Donc, un des secteurs, par exemple, une de ces réponses en phase 2 est présente, c'est le secteur médical. Donc, je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure avec M. Mangoua. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Florence, parce qu'en fait, vous dites, bon, on arrive à amortir le choc, mais en fait, on peut penser que compte tenu de l'impact et du fait que ça sollicite aussi énormément le secteur bancaire, c'est ce qu'a expliqué quand même Ismaël aussi, il va falloir les consolider parce que là, ça a beaucoup secoué. Et donc, vous dites la SFI se tient prête et va accompagner aussi les institutions financières. Je pense que c'est important parce que c'est aussi pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent de savoir que ça suit derrière. Ce n'est pas juste les États. Vous dites la SFI, la Banque mondiale réfléchissent à consolider et accompagner cet effort de manière plus importante. Non, absolument. Et donc, ce que j'expliquais, alors ça va être les institutions bancaires, Estelle, mais ça va être aussi des institutions non bancaires. Nous couvrons également les institutions de microfinance. Nous savons à quel point ces institutions-là jouent un rôle très important pour les plus petites entreprises, celles qui, déjà en temps de non-crise, ont du mal à accéder au financement, mais alors imaginez-vous pendant la crise. Donc là-dessus, nous allons avoir une facilité dédiée que nous appelons Bottom of the Pyramid Facility qui va avoir un rôle important pour ces institutions. Alors, la liquidité, certes, mais éventuellement, si besoin est, du financement à plus long terme, donc du financement permettant de renforcer les fonds propres, de renforcer la capacité, la force de frappe de ces institutions, alors que, voilà, effectivement, nous sommes peut-être pas tout à fait en relance, mais en train de voir éventuellement comment mieux s'adapter à une situation de crise où il reste quand même une incertitude assez présente. Merci Florence. Je me tourne vers Gérard. Ubifarm, la santé, vous êtes la star quand même dans cette crise. C'est la santé dont tout le monde a réalisé l'importance. Vous étiez en première ligne. Je pense que je dis le sentiment de tous quand on vous remercie d'avoir répondu présent parce que vous avez été précieux et surtout solide parce que ultra sollicité. Ce qui, je pense, est très intéressant, c'est de comprendre comment vous, Ubifarm, avez pu faire face à cette crise, comment vous avez dû vous adapter dans un secteur, on l'a tous compris, vous le saviez, mais nous probablement pas, à quel point c'était mondialisé. Et donc très dépendant et très exposé aussi à l'interruption des chaînes logistiques, des chaînes d'approvisionnement qu'on a tous constatées. Vous pouvez nous en parler ? Avec plaisir. D'abord, merci de m'avoir invité. Je crois que c'est l'occasion, effectivement, d'apporter notre contribution à la lutte pendant cette situation extrêmement qui est unique, en fait, puisque notre mission et notre vocation, qui est d'assurer la disponibilité et l'accessibilité de produits pharmaceutiques
aux officines pour le mettre à disposition de la population a été bien mise à mal dans cette période de turbulence. Heureusement pour nous, nous avons anticipé et nous avons prévu deux choses. D'abord que cette crise n'allait pas être de courte durée. Nous avons aussi pu constater qu'elle a commencé à des endroits précis, elle s'est propagée ensuite, et on a remarqué que en permanence, cette pandémie se déplaçait avec son lot de ses cortèges de malades. Et donc, nous avons eu le temps de renforcer les stocks parce que notre service est assis sur une qualité de stock. Nous avons, étant à peu près importateurs pour 80% des produits que nous consommons, nous avons en permanence 3 mois de stock, ce qui représente à peu près 150 millions d'euros de stock dans l'ensemble des pays où nous sommes présents, à savoir l'Afrique noire francophone, du côté zone, disons, occidentale et zone centrale. Nous sommes donc présents dans tous ces pays de l'Afrique noire francophone et nous avons des économies différentes dans ces deux zones d'ailleurs. Et donc, nous avons fait un phénomène uniforme, c'est-à-dire ceux qui avaient la possibilité de le faire l'ont fait, ceux qui ne l'avaient pas, nous les avons accompagnés, ce qui fait qu'on a renforcé ces stocks de plus de 50 millions d'euros à l'avance. C'est-à-dire les stocks étaient présents avant que la pandémie n'ait atteint l'Afrique noire francophone, puisque vous savez que ça a commencé plus au nord et que ça nous a rejoint maintenant. Et nous sommes aujourd'hui dans l'œil du cyclone, puisque c'est dans cette période-là où les cas de Covid se multiplient et s'accélèrent. Donc, si je vous entends, Gérard, vous avez profité de l'effet retard pour mieux vous préparer. C'est-à-dire que vous avez pu suivre sur le globe l'évolution, la manière dont la maladie commençait à se répandre, et vous avez profité de ce délai pour pouvoir vous préparer pour le continent. Absolument. Je dirais même, on l'avait un peu anticipé, puisque dès qu'on a eu les premiers signes de cette maladie, on savait qu'il allait y avoir des problèmes sur les transports. D'ailleurs, ça a été l'un des principaux handicaps. C'était d'abord le transport, puisque je vous ai dit, 80% des produits que nous distribuons viennent de l'extérieur. La moitié. Chine et Inde, si je suis. Non. D'abord, 50% d'Europe, 30% d'Asie, Chine et Inde, et 20% d'Afrique, dont d'ailleurs le Maroc est l'un des premiers pays africains qui nous fournit à peu près l'équivalent de 10% de nos besoins. Donc, non, ça vient de partout, mais il est évident que le cas de la Côte d'Ivoire, tout seul où je suis, ne fabrique que 10% de sa consommation. Donc, même quand les produits viennent d'Afrique, ils viennent d'autres pays africains. Vous voyez? Donc, il y a vraiment un problème de transport. Et les deux transports utilisés dans notre métier, c'est le système maritime et le système aérien. Alors, celui qui a été le plus touché pendant la période jusqu'à maintenant, c'est le aérien, puisque à partir du mois de mars, nous n'avions plus d'avions pour transporter les médicaments. Or, ces produits qui viennent par avion, ce sont des produits généralement sensibles à la chaleur, mais aussi des produits qui suivent une chaîne de froid. Je veux parler des vaccins, qui sont indispensables. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot vaccin. Nous n'avions pas d'avion et nous avons aussi des produits pour les traitements extrêmement rares, nouveaux, je dis chers, c'est-à-dire les cancers et les maladies orphelines, où là aussi, la chaîne de froid est indispensable. Donc, pour tous ces types de produits, il a fallu réfléchir comment y arriver. Donc, d'abord, se mettre en surstock, ça a été fait, c'était bien, mais ça ne suffit pas, parce qu'avec la maladie, on avait de plus en plus besoin de certains produits. Donc, on a imaginé d'utiliser le système de reefer, c'est-à-dire les containers qui sont maintenus à des températures dirigées. Vous avez des containers qui, aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, nous avons commencé il y a 2-3 ans à faire voyager les médicaments dans des containers reefer pour maintenir de manière permanente, à partir du moment où le médicament est fabriqué à une température, je dirais, autour de 20-25 degrés, stocké dans nos bureaux d'achat à ces mêmes températures, il passait ensuite dans des containers qui voyageaient et pouvaient atteindre des pics, parce qu'on a mis des traceurs,
qui pouvaient atteindre 40-45 degrés, donc choc thermique, et revenaient ensuite dans nos agences à des températures qui étaient autour de 25 degrés. Donc, pour éviter ces chocs, nous avons commencé à faire le travail suivant. C'est d'abord le transport. On a utilisé pratiquement aujourd'hui près de 80% des médicaments que nous distribuons passent dans des conteneurs reefer, c'est-à-dire des conteneurs qui sont à température dirigée autour de 25 degrés. Donc, ils quittent à 25, ils sont à 25, ils arrivent chez nous, ils passent un peu plus haut en température. Mais nous avons commencé la modernisation de nos locaux. Et là aussi, nous sommes en train de mettre, parce que nous sommes encore loin d'avoir atteint 100%, nous sommes à peu près à 50% de nos agences qui aujourd'hui ont des magasins, même les magasins qui tiennent des caisses, c'est-à-dire carton, sont maintenant en température dirigée. Et nous pensons atteindre d'ici 3 ans la totalité de nos magasins en température dirigée. Donc, je disais, pour faire face au problème de l'absence du transport aérien, nous avons utilisé cette technique du conteneur reefer, ce qui nous a permis de préserver, tant soit peu, l'approvisionnement des produits nécessaires pour la santé publique. Mais c'est passionnant parce qu'en fait, vous repensez votre chaîne d'approvisionnement et vous êtes en train de vous adapter de manière plus durable parce que c'est vrai que vous avez une vision de terrain et c'est en ça que c'était intéressant. Je me tourne vers Ismaïl. Tout à l'heure, vous avez évoqué les perspectives de récession, d'arrêt assez brutal pour l'économie mondiale et l'économie africaine. Et vous avez aussi évidemment parlé des incertitudes. Quels sont les problèmes que vous anticipez pour vos clients? Quels sont les indicateurs? Je parle des entreprises. Et qu'est-ce qu'il faut surveiller selon vous? Bon, je pense qu'on a là aussi, de par notre présence dans différents pays, un observatoire un peu contrasté. Parce que d'un côté, on a les pays qui soit sont extrêmement liés à l'Europe et au tourisme, soit ils ont fait un confinement très dur et souvent c'est les deux à la fois. Et dans ce cas, ce qu'on est en train de voir, c'est plutôt une reprise relativement bonne de l'activité commerciale, comme si les gens étaient soulagés enfin de pouvoir revenir. Et donc, on a eu une espèce d'accélération très, très forte après la fin du mois de mai et au début du mois de juin. Sauf que l'élan s'est un petit peu arrêté et on n'est pas encore revenu au niveau d'activité que nous avions, que nous observions au mois de février. Et on a en parallèle un certain nombre de secteurs, toujours dans ces pays-là, qui ont été très affectés et pour lesquels la demande ne reviendra pas à la normale avant 2 ou 3 ans. Et c'est en particulier le secteur du tourisme, du transport aérien. Et donc, pour ces secteurs, les priorités aujourd'hui sont plus orientées vers l'accompagnement stratégique de ces clients, le dialogue avec les pouvoirs publics, quand nous avons le privilège d'être consultés, pour essayer de trouver des solutions plus structurelles. Donc, si vous voulez, on est entre deux eaux pour la plupart des entreprises. On pense que si l'élan continue au même rythme, on reviendra avant la fin de l'année au rythme commercial de fin février. Dans les économies qui n'ont pas eu de confinement dur, franchement, on n'a encore rien vu. C'est-à-dire qu'on voit une activité qui a évidemment un petit peu ralenti, notamment parce que les régulateurs nous ont demandé d'annuler certaines commissions, nous ont demandé de reporter certains crédits sans appliquer d'intérêt. Ce n'est pas le cas dans toutes les économies. Et donc, on a, nous, en tant que banque, des pertes de revenus, mais l'activité commerciale n'a pas particulièrement ralenti. Cependant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans les deux catégories de pays, le risque commun, c'est d'une part un relâchement dans la discipline, je dirais, sanitaire, parce que les économies qui n'ont pas subi de confinement dur n'ont pas été touchées jusqu'à présent, mais peut-être qu'elles peuvent l'être, on ne sait pas encore, et donc il faut espérer que non. Mais aussi, l'autre risque, c'est qu'il y a un effet en cascade des ralentissements, parce que même si un secteur n'est pas touché directement, l'entreprise peut faire les frais de mesures d'économie prises par une autre entreprise. Et donc, cet effet de ralentissement peut induire des pertes d'emplois ou moins de création d'emplois. Ça peut créer des tensions sociales. Donc si domino ou contagion.
Voilà, c'est ce qu'on est en train d'essayer de surveiller et donc de pousser nos clients à essayer d'anticiper. Donc, il faut qu'ils regardent leur environnement de manière plus stratégique en disant qu'est-ce qui va arriver à mes fournisseurs, qu'est-ce qui va arriver à mes clients, et du coup, comment je dois tailler mon appareil productif, comment je dois tailler mon endettement et mes fonds propres pour traverser cette crise. Et je dirais, je ne veux pas terminer sur une note négative, je dirais comment est-ce que je peux profiter ou identifier les opportunités pour moi. Il y a évidemment des opportunités très claires, on vient de parler du secteur pharmaceutique, des télécommunications, mais il y a aussi d'autres secteurs qu'on aurait pu penser être vraiment très affectés et qui ont su se réinventer ou identifier de nouvelles opportunités. Je pense que, en résumé, le plus important, c'est surveiller son cash, c'est-à-dire que les entreprises doivent avoir à leur disposition les ressources pour faire face à une baisse temporaire potentiel de leur chiffre d'affaires, un rallongement des délais de paiement, la nécessité d'augmenter certaines charges ou certains investissements pour s'adapter à ces nouvelles conditions opérationnelles. L'idée, c'est que nous sommes, nous, à leur côté, pour les aider à identifier les besoins de financement qui peuvent être de toutes sortes et utiliser l'ensemble de la palette qui est à leur disposition. Il y a des marchés financiers plus ou moins profonds qui peuvent accueillir des émissions de dette pour les plus grandes entreprises. Il y a des instruments ou des produits de type factoring ou de type leasing qui peuvent répondre à des besoins très spécifiques. Et il y a évidemment le crédit bancaire classique. Et pour cela, je dirais, dans cette période un peu compliquée où personne ne voit très clair, il n'y a rien de mieux que le dialogue transparent avec sa banque. Donc nous avons pris l'initiative pendant la crise d'appeler un à un nos clients, de faire des visios, d'essayer de comprendre comment eux voyaient l'impact sur leur secteur, sur leur entreprise, et pour, je dirais, les aider à identifier les solutions qu'il leur fallait. Et je pense que le message que je veux envoyer, c'est que dans l'autre sens, toute démarche provenant de l'entreprise, indépendamment du besoin immédiat de financement, juste pour parler du secteur, parler de l'environnement, parler des perspectives, est vraiment la bienvenue pour que tout le monde s'adapte à ce nouveau contexte. Il faut partager la connaissance pour avoir une réponse qui soit la plus intelligente et la plus fine. Exact. Et puis profiter finalement de cette expérience d'un groupe qui est présent dans plusieurs pays pour qu'on puisse collectivement tirer les leçons de chaque pays. Tout à l'heure, M. Mangoua a parlé de l'avantage finalement d'avoir eu une crise retardée. On a exactement la même chose au niveau d'un groupe régional, puisqu'on voit les crises se développer différemment et les solutions se dessiner en fonction, là aussi, des mesures d'accompagnement qui sont prises par les gouvernements ou les banques centrales. En tout cas, Ismaël, le message est passé. La porte d'Attijari Wafa est grande ouverte. Vous êtes à l'écoute et il faut échanger un maximum pour avancer collectivement. Je pense que ça, c'est un message très important. Florence, vous aviez commencé à parler des PME. Ismaël a évoqué les entreprises, mais un peu quelle que soit leur taille. Vous réfléchissez à la SFI à une réponse particulière pour les petites entreprises. Vous l'avez dit, elles sont fragiles, elles sont vulnérables. Qu'est-ce que vous avez dans vos tiroirs ou qu'est-ce que vous êtes en train de concocter pour elles? Oui, très bien. Non, merci beaucoup. C'est fascinant ce dialogue. Je dirais deux choses. Alors, premièrement, il y a l'accès au financement. Mais comme l'a dit M. Guiri, ce qui est aussi tout aussi important, c'est comment se comporter en tant que PME, en tant qu'entreprise aujourd'hui, pendant la crise, cette vigilance qu'il faut avoir sur l'opérationnel. Et là, la SFI, nous voulons vraiment aider à faire les deux. Donc, en ce qui concerne, et je commencerai par le deuxième, comme ça j'embrayerai sur le financement par la suite. En ce qui concerne particulièrement ce que nous appelons chez nous l'assistance technique, ou ce qu'une banque appellerait peut-être des services non financiers. Nous sommes extrêmement... nous pensons que c'est extrêmement important de développer cette offre aujourd'hui, comme le fait le groupe Attijari Wafa Bank, et que nous sommes aujourd'hui partenaires de nos clients banques, nos clients institutions financières, pour qu'elles accompagnent ces PME, ces TPE par des webinaires, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on communique, mais c'est très bien, c'est une bonne façon de faire passer des messages. Et je peux vous dire que depuis le début de la crise,
nous avons fait pratiquement une soixantaine de webinaires avec les PME clientes de nos banques ou de nos clients non bancaires, c'est-à-dire nos institutions financières non bancaires. Et ainsi, nous avons pu toucher pratiquement 3800 PME sur des thèmes tels que survivre aujourd'hui pour prospérer demain. C'est vraiment le thème que M. Brie a évoqué. Ajustement du business plan en temps de crise, c'est exactement ce que M. Mangois a décrit tout à l'heure. Accès au financement en période de crise, j'en parlerai peut-être un petit peu plus. Communiquer en temps de crise, parce que, comme l'a dit M. Brie, il faut communiquer avec son banquier, il faut communiquer avec ses employés, il faut communiquer avec l'association, parce que oui, ensemble, on comprend mieux les problèmes auxquels on fait face, communiquer éventuellement avec le régulateur ou l'institution externe qui, quelque part, régule la manière dont notre business fonctionne, le gouvernement. Donc, communiquer en temps de crise, c'est également très important, même si on est tout petit ou certainement si on est une grande entreprise. Donc, ce rôle-là, nous avons souhaité le jouer et nous continuons à le jouer à travers des webinaires. Et je vous ai donné les résultats tout à l'heure. Les résultats d'ailleurs dont j'ai parlé, c'est en Afrique subsaharienne. En ce qui concerne le financement, donc déjà, notre vocation en tant qu'institution financière qui travaille à peu près à 50% de notre portefeuille sur le secteur financier, c'est de toucher les plus petits, c'est de toucher les plus vulnérables, puisque nous faisons aussi, comme vous le savez, du financement en direct sur l'infrastructure, sur les domaines du manufacturier, etc. Mais lorsque nous travaillons à travers les banques, notre objectif, c'est vraiment de toucher the unbanked or the underbanked, si je puis m'exprimer un petit peu en franglais. Et donc, pour ces PME-là, alors nous avons quelques secteurs sur lesquels nous mettons un accent particulier pour plusieurs raisons. Si vous prenez le secteur médical, la raison est évidente aujourd'hui. Il faut construire une résilience plus importante de ces secteurs. Il faut, pour les grands ou comme les petits, dans le domaine du secteur médical, il faut s'armer pour mieux aider nos pays. Alors certains d'entre eux, oui, moins affectés peut-être, mais qui doivent continuer à être prêts. Donc si vous pensez par exemple à l'équipement médical, qui est un gros problème, beaucoup de même nos cliniques, nos petits laboratoires sont sous-équipés. Nous avons aujourd'hui une facilité qui a vocation d'être de 200 millions de dollars, à déployer avec des équipementiers dans le domaine de l'équipement médical mondial qui nous accompagnent pour aider à financer ces PME qui souhaiteraient s'équiper et qui souhaiteraient avoir un accompagnement bancaire pour le faire. Donc ça, c'est une facilité que nous mettons en place aujourd'hui et nous avons deux équipementiers avec lesquels nous travaillons et quelques banques que nous sommes en train d'apporter dans la facilité. Un autre domaine très important pour nous, c'est le domaine de l'agriculture, où il y a énormément de PME très actives dans le domaine qui ont subi tous les bouleversements dont on a parlé dans leur secteur, dans leur chaîne de valeur, etc. Mais qui doivent aujourd'hui faire partie de la reprise, voire même faire partie de la construction du mieux, de la construction d'un futur qui est plus résilient, qui résiste mieux éventuellement à ce que le lendemain pourrait nous réserver. Et là, nous pensons, alors nous avons une certaine expérience déjà à travailler avec des banques et des entreprises agricoles qui ont dans leur chaîne de valeur des PME fournisseurs. Nous voulons escalader ou escaler, si vous voulez faire plus dans ce domaine, en leverageant ces relations bancaires ou financières et les relations avec des agribusiness pour partager le risque sur des filières. Donc, je pourrais parler de l'exemple du cacao, par exemple. En Côte d'Ivoire, nous l'avons fait avec un Cargill, qui est un grand dans le domaine du cacao mondial. Mais c'est quelque chose que nous souhaiterions répliquer à plus grande échelle sur d'autres chaînes de valeur pour aider les petits agriculteurs à s'armer, alors en working capital, mais aussi éventuellement en investissement à long terme en équipement pour être plus productif, être mieux armé, je dirais, pour répondre aux besoins des pays, de la demande.
Merci Florence. Alors on en parlera avec Ismaël aussi pour la question de l'agribusiness et du secteur alimentaire, mais je voulais me tourner vers Gérard avec ces deux sujets. D'abord, comment est-ce que vous opérez avec votre écosystème? Vous êtes un gros groupe, je l'ai dit tout à l'heure, je crois 3500 pharmaciens qui travaillent avec vous. De nombreux fournisseurs, je suppose, en tout cas vous l'avez dit, un peu partout dans le monde. Comment est-ce que vous veillez à ce que votre écosystème tienne? Parce que c'est un peu la question actuellement. Et puis, Florence y a fait allusion, il y a beaucoup de discussions quand même actuellement pour dire, pas que en Afrique, mais aussi en Europe, comment est-ce qu'on sort de la dépendance et qu'on assure la souveraineté sanitaire. Si on est un peu honnête aussi, il y a eu ces discussions précédemment sans qu'il y ait beaucoup de changements. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que la prise de conscience est sérieuse? Est-ce qu'il y aura un changement? Parce que, on le sait, les crises présentent aussi des opportunités. Donc, comment est-ce que vous voyez cette évolution pour votre secteur? Alors, merci. Je vais donc rentrer dans le sujet. D'abord, nous avons eu une inquiétude au départ lorsque nos gouvernements ont pris les mesures pour protéger les populations contre cette pandémie. On a heureusement pas imité en faisant ce confinement, parce que ça aurait été une catastrophe. Trop de gens vivent dans le secteur informel, c'est-à-dire ils gagnent leur vie au jour le jour. Donc, il fallait vraiment ce qu'ils ont bien fait, c'est-à-dire comme c'était les villes qui étaient les plus touchées, il fallait séparer les villes de l'intérieur du pays parce qu'on a vraiment, de manière très, très constaté que cette mesure a protégé l'intérieur de chacun des pays contre cette pandémie. La pandémie est restée assez localisée. Ça a été vraiment une opération. Ensuite, comme les fameuses restrictions qui sont les horaires, tout ça, ça a permis d'arrêter l'exposition, de retarder en tout cas, et l'apprentissage des gestes barrières et de tout ce qu'il fallait faire, etc. Tout ça, donc notre secteur à nous a amplifié d'informations parce que cette information était importante, cette formation aussi était importante. Tout l'effort de pédagogie, vous l'avez accompagné? Absolument, nous avons accompagné et dans les pharmacies, il y avait toutes ces informations qui étaient affichées. Dans les pharmacies, par exemple, avant d'entrer, il fallait prendre des gels. Il fallait, on surveillait la température pour la plupart. Bien sûr, tout le monde n'avait pas les mêmes moyens. Et nous avons donc appliqué tout ça et ça a aidé. Seulement, nous disons que notre secteur est rattaché au PNB, c'est-à-dire que tout ralentissement du PNB entraîne un ralentissement des achats parce que nous acheminons les produits, nous sommes logisticiens, nous ne sommes pas fabricants, on y viendra tout à l'heure pour la fabrication. Donc, même si le produit est là, que les gens n'ont pas d'argent, eh bien, il y a forcément un ralentissement. Donc, l'impact de ce ralentissement de l'économie, de passer de 8% en Côte d'Ivoire à 2% ou dans d'autres pays de passer en négatif, ça a entraîné un ralentissement des achats. Je prends le cas d'Afrique centrale, ça a été spectaculaire. Je prends le cas du Congo, où réellement, nous avons eu une baisse d'activité drastique de l'ordre de 30% des achats en médicaments. Donc, ça veut dire déjà, je compare la consommation du médicament d'un Africain est 18 fois moins importante que celle d'un Antillais parce que nous sommes présents dans les DOM pour des raisons que j'aurais peut-être à expliquer, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Donc, déjà, nous sommes en retard dans la consommation, non pas parce que c'est alimentaire, mais parce qu'on se soigne comme on peut. Et baisser de 30% sur ce peu, ça a été vraiment, je pense, assez spectaculaire, dans une période où la maladie fait ravage, d'accord? Donc là, il faut quand même signaler que notre secteur est touché, nous avons donc, mais alors, nous avons eu un geste qui est très, c'est que même quand il y avait rareté du produit, nous avons maintenu le prix. En aucun cas, dans aucun secteur de notre activité, les pharmacies n'ont jamais augmenté, si ce n'est que les cas des masques ou des gels qui, eux, à l'achat augmentaient, donc on ne pouvait pas maintenir les prix puisque
c'était souvent des secteurs qui étaient des produits qui étaient importés par des acheteurs autres que les nôtres, parce qu'à un moment donné, il y a eu fermeture partout et les gens se débrouillaient pour avoir ces produits. Et donc, il y a eu une inflation. Cette inflation s'est répercutée dans les officines. Mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant ce que vous dites, Gérard, parce que quelque part, sur ce besoin très particulier en gel hydroalcoolique et en masque, il y a eu tout d'un coup une mauvaise réputation pour les pharmaciennes, mais ce secteur-là est devenu le Far West très, très vite quand même. Absolument. Ça nous a dépassés. Et c'est là où on n'a pas pu anticiper, parce que malheureusement, oui, la France nous a fait croire, enfin, on n'aurait pas dû l'écouter, mais on nous a dit que ça ne sert à rien les masques. Bon, et effectivement, on n'a pas anticipé ça. On a anticipé tout ce qu'il fallait pour les vitamines, les produits, les médicaments, même sur les produits contestés comme la chloroquine, on a fait ce qu'il fallait. Mais sur les masques et sur les gels, bon, il y a une fabrication locale, heureusement, mais la demande était tellement forte que les prix ont flambé. Et dans ces cas-là, on ne maîtrise plus rien. Donc, on a parlé des pharmacies, mais il faut savoir que ces seuls produits spécifiques ont flambé à cause du fait qu'on n'en avait pas la maîtrise. D'accord ? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous dites, pour le coup, la patientèle a diminué sa consommation de médicaments par ailleurs. Et oui, donc, absolument. Bizarrement, en tout cas, ce n'est pas du tout l'image qu'on a du secteur. Vous avez, vous aussi, souffert du ralentissement de l'économie? Absolument. Alors, nous avons eu plusieurs phases. Il y a eu d'abord le fait d'avoir anticipé. Au mois de mars, quand les gens ont commencé à se prévenir, on a eu une vente importante au mois de mars. Et après, un effondrement en avril, en mai. Et ce n'est que maintenant, juin et juillet, que les choses reprennent. Mais reprennent l'allure qu'ils avaient au même niveau que l'année précédente, au même mois. Donc, quand on a baissé de 30, on a l'impression que ça repart, mais ça repart par rapport à un point de moins 30. Donc, attention, le pouvoir d'achat est le seul critère de l'évolution et il n'existe pas. C'est pas parce que les gens achètent avec un pouvoir d'achat, c'est ce que je veux dire. Et donc, nous avons ressenti de manière très, très forte. Mais ça rejoint ce que disait Ismaël d'ailleurs il y a quelques instants. Oui, c'est-à-dire que vous observez vous aussi. Voilà. Et je voudrais dire qu'à ce moment-là, nous avons perçu qu'il y avait un problème de formation. C'est-à-dire que nos clients, c'est-à-dire les officines, la plupart d'entre elles, enfin, une part importante, pas la plupart s'en est bien sorti, n'ont pas su gérer cette période où brutalement le chiffre a baissé, les revenus ont baissé. Et ils ont connu, il y a des pharmacies qui ont failli sortir de la route, tout était la présence des grossistes qui les ont accompagnés dans ces périodes-là. Parce qu'ils n'ont pas bénéficié d'accompagnement au niveau des banques et autres. Ils se sont retrouvés exclus. Nous avons tout fait pour les maintenir en leur accordant certaines facilités. Mais jusqu'à ce qu'on a pu, et je prends le cas du Congo toujours, on a été obligé pour certains d'arrêter purement le crédit pour être content. Et vous savez qu'une activité fonctionne à crédit et qui passe content, généralement se porte mal. C'est un mauvais signe. Voilà. Mais se porte mal parce qu'après, il n'a plus les ressources qu'il faut pour payer les traites qui arrivent. Alors, c'est pour dire que c'est un secteur qui est touché et qui a une résilience parce que après la nourriture, c'est le premier secteur vers lequel se tourne le consommateur. Donc, il y a un retour dès qu'il y a un meilleur... mais n'oublions pas que dans les pays africains, on n'a pas cet environnement qui permet qui a permis dans les pays européens de résister, d'avoir des salaires, même s'il n'y avait pas d'activité. Aujourd'hui, le marché informel, dès qu'il n'y a pas de revenus, dès qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de revenus. Donc attention, nous sommes donc touchés de manière par tous ces... Parce que la part que représente le secteur informel dans notre chiffre d'affaires est importante. Elle peut avoisiner les 30%. Donc, Monsieur Mangoua, si on reprend l'autre élément qui concerne le secteur de la santé, est-ce que vous croyez, vous, aux investissements massifs qui sont annoncés dans le secteur de la santé? Est-ce qu'on peut créer une souveraineté sanitaire pour le continent africain? Il est souhaitable en tout cas. Et nous qui sommes logisticiens, parce que bien souvent la question m'est posée, mais vous qui êtes un logisticien aussi important, pourquoi vous ne vous intéressez pas à la production? Et je réponds inlassablement que nous sommes des professionnels de la logistique. Nous n'avons pas on ne se lève pas
pas parce qu'on est pharmacien ou qu'on est logisticien pour devenir industriel. L'industrie, c'est un métier. Et par contre, nous encourageons, dès l'instant où, dans un pays africain, il y a une industrie, nous distribuons à travers les autres pays les productions qui sont faites. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai cité le Maroc qui est en avance sur la production et bénéficier de notre logistique. Nous mettons notre logistique au service des populations africaines. Donc, avis à tous les fabricants, dès l'instant où ils fabriquent, ils seront distribués. Ils n'auront pas ce problème de marché. Et en plus, notre secteur, nous avons 3 métiers, logisticien, et nous avons aussi le métier de promotion, c'est-à-dire nous offrons des services de promotion, c'est faire connaître les produits dans les pays où nous sommes présents, et éventuellement, lorsque c'est nécessaire, nous faisons établir des produits qui sont orphelins, nous les faisons fabriquer pour que nous ayons des produits à présenter à nos populations. Donc, on a ces 3 métiers. Mais je crois à la production à condition que ce soit des gens de métier. Celui qui veut faire l'industrie doit se former. On ne doit pas se lever parce qu'on a été officinal ou parce qu'on on a un diplôme et on devient industriel. Il faut passer par une expérience importante de plusieurs années dans l'industrie avant de pouvoir fonder cette industrie. Et donc, nous sommes là pour distribuer. Donc, tous les amateurs de la production, et nous sommes là pour les encourager, ils trouveront un outil de distribution de leurs produits. Donc, le Yaka Faucon, non, mais l'esprit d'entreprise, oui, avec Absolument. du sérieux pour quelque chose d'aussi important. Nous sommes tout à fait prêts parce que c'est notre vocation et nous sommes, tous ceux qui fabriquent en Afrique savent qu'ils ont utilisé d'ailleurs, excusez-moi, nous sommes allés très loin. Des industries décentes qui avaient besoin de trésorerie, on est arrivé à passer des commandes à l'avance, payer ces commandes pour qu'ils puissent acheter leurs matières premières pour nous livrer. Et là, ça c'est au coup par coup. Bien sûr, on ne peut pas fonder notre activité sur le financement de l'industrie. Par contre, dès l'instant où vous avez des produits finis, là, vous avez la certitude de pouvoir distribuer et même de pouvoir être promu. Le marché existe et vous faites votre part, mais il faut que chacun fasse la sienne. Je rappelle tout d'abord que même si on devait monter des usines, je prends le cas du Maroc toujours, qui est un bon exemple. La majorité de ces produits vient de Chine, les matières premières, etc. Ce n'est pas l'industrie marocaine qui fabrique les matières premières qui rentrent dans la composition des médicaments. De toute façon, l'industrie européenne, on leur a dit, aujourd'hui, vous allez vous mettre à fabriquer le produit le plus vendu, le Doliprane, enfin, comment il s'appelle en principe actif. Vous allez fabriquer ce produit. Merci, madame. Heureusement qu'il y a des pharmaciens. Donc, vous allez mettre en place du paracétamol. Mais où est-ce qu'il est fabriqué? Aujourd'hui, 80% des produits rentrant dans la composition de médicaments sont fabriqués en Chine. 70% des produits vendus à travers le monde, à part le Maroc, mais en tout cas en Europe, sont fabriqués en Inde. Et avec la mention, je ne dirais pas le nom pour ne pas faire la publicité, du laboratoire qui fait fabriquer. Donc aujourd'hui, la mondialisation dans le médicament y est. Donc si on veut une certaine autonomie, il faut la faire régionale. Il faut que le marché soit suffisamment important pour que nous puissions d'abord importer la matière première pour fabriquer le produit, mais le jour où il y a une crise, qu'on ne peut pas transporter les matières premières, on sera dans la même situation que quand on ne peut pas importer le médicament. Donc attention, soyons bien conscients que la fabrication, c'est un métier, que la fabrication, on a besoin des matières premières et que ces matières premières, à la date d'aujourd'hui, sont localisées dans les pays asiatiques. Alors commençons par délocaliser ça. Monsieur Mangoua. Comment? Ce sera votre dernier mot, Monsieur Mangoua. Je vais donner encore la parole à Florence et puis Ismaël pour conclure. Florence, cette question de ce qu'a abordé Monsieur Mangoua, Gérard, est très juste. C'est-à-dire que la mondialisation, on n'en sort pas. On la repense peut-être, mais on n'en sort pas. Et cette question du commerce international, c'est un des axes sur lesquels la SFI travaille. Ah oui, tout à fait. Non, c'est intéressant, cette discussion qui va entre souveraineté et échanges internationaux et globalisation et nationalisation.
c'est un sujet assez brûlant et évidemment, toutes les crises amènent à repenser différemment. Je dirais que, voilà, c'est important pour certains secteurs, pour certains types d'activités, pour certains types de pays, parce que chaque pays a une position, si vous voulez, j'allais dire géographique, qui soit prête, se prête ou se prête pas à ce contexte de globalisation, d'y penser pas de façon uniforme, mais de façon contextuelle, mais de s'assurer effectivement que en tout cas sur les secteurs sur lesquels c'est important, alors ça peut être une décision gouvernementale, ça peut être l'initiative entrepreneuriale, que effectivement nous puissions, en tout cas nous en tant qu'institution internationale, se positionner pour accompagner la compétence là où elle a besoin d'être accompagnée, et pour éventuellement les politiques qui doivent aller avec. Alors là, je parle plus pas seulement de la SFI, mais du groupe de la Banque mondiale et du travail qu'on pourrait faire éventuellement pour, je dirais, accompagner les pays dans ces réflexions-là. Mais alors, si vous parlez de nous, si vous voulez stricto sensu du rôle qu'on joue aujourd'hui dans les échanges internationaux, nous pensons que c'est crucial. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est grâce à ces échanges, grâce à la continuité et à la fluidification des échanges commerciaux qu'en partie la résilience à la crise a été là et continuera d'être là. Et donc, nous mettons, nous, les moyens nécessaires, en tout cas qu'on pense nécessaires, à la continuité de ces échanges. Mais nous sommes présents, en tout cas, que ce soit, comme je l'ai expliqué, au niveau, je dirais, de l'accompagnement, à la fois en macro, mais pas côté AFC, côté plutôt Banque mondiale éventuellement, mais micro à l'accompagnement de l'entrepreneuriat, dans la mesure où nous pouvons accompagner ces initiatives qui peuvent conduire à cette résilience, à cette force des entrepreneurs locaux ou régionaux, des champions locaux ou régionaux. C'est définitivement quelque chose que nous souhaitons accompagner en Afrique subsaharienne, mais dans les pays émergents d'une façon générale. Donc voilà, merci beaucoup, Florence. Ce sera votre mot. Je passe la parole à Ismaël Doury parce que, en effet, pour Attijari Wafa Bank, c'est aider les entreprises à rester compétitives dans la mondialisation. C'est accompagner vos partenaires pour leur permettre de soutenir le choc, mais de aussi se construire dans un monde qui change. Vous voulez nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, par exemple, pour rester sur ce thème qui est cette notion d'indépendance ou d'autonomie, etc., on peut parler un petit peu du sujet sécurité alimentaire, de la même manière que les gouvernements réalisent l'importance d'avoir des médicaments à leur disposition. Ils réalisent aussi que c'est très important d'assurer la sécurité alimentaire des populations. Et pour moi, c'est très important de distinguer production et importation. Donc, par exemple, au niveau du groupe Attijari Wafa Bank, il y a des sujets qu'on ne sait pas faire et on le dit, on l'assume. Par exemple, aller financer directement l'agriculteur suppose de connaître à la perfection les cycles saisonniers, les types de terre, les types d'engrais, etc. Et ça, souvent, on ne sait pas faire. En revanche, être sûr que dans la chaîne globale du producteur jusqu'à la distribution, ou la transformation puis la distribution, il y ait des financements, il y ait des accompagnements, ça, oui, on sait faire. De la même manière, tout ce qui n'est pas produit sur place, et c'est quand même une grande majorité des produits alimentaires, même de base, dans beaucoup de pays de présence, eh bien, il est essentiel que nous soyons là pour les importateurs et donc que nous ayons les bonnes relations qu'il faut avec les bonnes banques internationales pour pouvoir faire les paiements. Si vous voulez, il y a une affaire, c'est un peu comme dans les télécommunications, le secteur bancaire, il a besoin de correspondants et il a besoin de lignes et de confiance entre institutions financières mondiales et il a besoin de réglementations qui soient suffisamment souples, transparentes, claires pour permettre ce commerce international. Et donc, c'est là aussi qu'il faut une vigilance très, très grande pour qu'il y ait cohérence dans le dispositif. Il suffit, par exemple, de restreindre un petit peu la disponibilité de devises
pour que des sujets extrêmement importants comme l'autosuffisance alimentaire, ou plutôt la sécurité alimentaire, c'est le mot que je cherchais, soient remises en cause. Pourquoi? Parce que il faut en permanence que les importations se passent et que la confiance reste entre l'importateur, souvent isolé, très petit à l'échelle mondiale, et des grands géants mondiaux, que cette confiance soit maintenue. Et donc, typiquement, ce que nous faisons, c'est être présent sur toutes ces chaînes. Je peux citer des exemples. On a des exemples au niveau du Sénégal, donc avec une intervention très forte dans la transformation du sucre, dans les concentrés de tomates, dans les laiteries, dans la valorisation des produits locaux comme les piments, dans la production de boissons. Alors, c'est des groupes locaux, parfois internationaux, et dans la logique toujours de renforcer cette capacité de produire localement lorsque le marché le permet. Maintenant, en termes de proportion de nos encours, c'est 17% des crédits aux entreprises qui vont à l'agribusiness. Mais une partie de ça va aussi au commerce donc de produits alimentaires sur lesquels on a une posture là encore relativement offensive. On cherche à augmenter, à développer la distribution moderne parce que souvent elle va apporter aussi des gains de productivité, des baisses de prix, des achats groupés, etc., en continuant à accompagner les très petites entreprises qui sont souvent dans le commerce. Mais si je dois citer un autre exemple, voilà un exemple de synergie avec le groupe SFI, Banque mondiale, mais aussi avec un géant de l'alimentaire, c'est le projet Doni Doni en Côte d'Ivoire. Alors, en malinké, ça veut dire petit à petit, on me dit. Et donc, l'idée, c'est que c'est un projet qui consiste à financer des coopératives agricoles par leasing pour leur permettre de s'équiper en camions pour sortir la production de cacao ou de café des plantations vers les magasins de Cargill. Et donc, on a Cargill qui va sélectionner et former les coopératives, nous finançons, et puis la SFI partage le risque avec nous, parce qu'elle est consciente du fait que nous ne connaissons pas très bien ce secteur, que nous voulons avoir un peu plus de sécurité par rapport à la prise de risque. Et donc, derrière, Cargill lui-même va prélever une partie des revenus sur la marchandise pour nous régler. Donc, on a un rôle de recouvrement, de pré-recouvrement, finalement, à la source, qui est fait par Cargill. Et d'un seul coup, on a touché une centaine de coopératives, plusieurs milliers de paysans, mais pas en direct. Et avec un certain nombre de grands acteurs qui sécurisent le fonctionnement, qui nous permettent de voir plus clair dans les flux financiers. On a financé plus de 10 milliards de francs CFA et jusqu'à maintenant, sans casse, avec zéro casse. Donc, voilà, ce genre de schéma, c'est des schémas qui nous parlent et qu'on cherche à multiplier. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment pour cette discussion. Je pense qu'on a tous compris qu'en cette période de crise, on se serre les coudes, il y a énormément de boulot. Et c'est intéressant aussi de voir que vous mobilisez vos intelligences pour faire avancer et continuer à porter l'agenda de transformation du continent qui en a besoin, avec toutes sortes d'initiatives et d'idées très concrètes, très pratiques. Je suis sûre que ça va démarrer des discussions très intéressantes au sein du club Africa Développement. Merci infiniment à Florence Boubda, Gérard Mangoua et Ismail Doueri pour cette discussion. On se retrouve très vite pour les prochaines Africa Dev Sessions. À bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Merci.